a explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets. Dans le haut de la boîte à pain. Bienvenue à l'Extra cette semaine. Frédéric Laure avec vous, en compagnie d'Olivier Brett. Ce qu'on fait depuis le début de cette deuxième saison de Plein Axe ici à Cause Sport, c'est qu'on fait une espèce de... On partage un moment soccer avec vous, mais un moment culturo-sportif, en quelque sorte. C'est-à-dire que... Faut qu'on travaille là-dessus. Hein? Non, mais les gens vont comprendre. On a écouté ensemble quelque chose, un match, on a lu un livre, on a regardé quelque chose... un document particulier de soccer, et on en discute. Cette semaine, c'était la suggestion du bon Olivier Brett, qui était... le titre du documentaire... Qui est disponible sur tes médias sociaux. Oui, One Week, One Title. Football in Greenland. C'est un documentaire de la BBC. Et oui, vous avez bien compris, c'est One Week, One Title, parce que... Le championnat au complet, vous aurez compris que les particularités climatiques du Groenland font en sorte que c'est obligé. C'est une semaine. Le championnat au complet, tu passes 51 semaines de ton année à préparer la semaine où, du matin au soir, il y a des matchs après match après match, puis au bout de la semaine, on sacre un champion. C'est la BBC qui a fait ce documentaire-là, ouais. qui dure à peu près 25-30 minutes, un peu moins de 30 minutes en fait. Et puis c'était, je pense, la motivation, c'est le fait que le Groenland soit dans l'actualité géopolitique, naturellement, avec les vérités américaines à son sujet. Moi, je vais juste commencer là-dessus en disant, c'est juste... hâte de voir les paysages et de prendre conscience de quoi on parle quand on parle du Groenland dans ces circonstances-là. Ben, puis il y a un côté ironique, là, tu sais, on disait à Plein Axe qu'on n'allait pas trop rentrer dans l'aspect géopolitique, mais j'ignorais qu'il y avait un mouvement indépendantiste au Groenland, puis j'ignorais que le Groenland avait poussé à ce point-là pour se joindre à la CONCACAF aussi, ce qui a été catégoriquement refusé par la CONCACAF. Il y a un moment dans le documentaire où on dit on comprend que ça coûte peut-être cher venir ici. Est-ce que tu aurais... Attends une minute. Ils ont, au dernier congrès de la CONCACAF, justement, puisque au niveau géographique, Groenland est plus ou moins aligné avec le continent nord-américain, ils ont voulu faire partie de la CONCACAF. Ça a été unanime. Les 41 pays votants, ou du moins membres votants, je devrais m'exprimer comme ça, ont dit non. Mm-hmm. Sans dire pourquoi. Ils n'ont pas trop expliqué pourquoi. T'aurais-tu voté oui? Attends une minute. Dans quel scénario, moi, je me ramasse avec un vote à la CONCACAF? Écoute, il y a des incapables qui ont des votes à la CONCACAF. C'est précisément mon point. Toi, je me considère pas un incapable. Good, Puis j'ai pas la volonté de jouer cette danse-là. On est aligné là-dessus. OK, c'est bon. Mais tu sais, le Guyana ou le Groenland? Fait plus chaud. Mais... Non. Moi, je pense que... Puis tu sais quoi? Là, puis je veux pas trop déraper là-dessus parce que ça devient du jugement de ma part, là, puis j'en suis conscient, mais ce que tu dis, c'est peut-être même juste ça. Mais il fait froid, politique. Il fait froid, puis ça coûte cher, ou c'est... Mais c'est politique parce que le Groenland appartient au Danemark, donc ça devrait être... Mais renvoie ça à l'Europe puis au Danemark, il n'y a pas de problème. Mais dis-le, ça. Tu dis, nous, on comprend tout à fait. Moi, ce qui m'irriterait si j'étais groenlandais, right? Gros? Puis landais. Mais, ça fait des grosses landes. Mais ce serait juste, est-ce qu'il faut qu'on s'adresse à l'Europe? T'sais, si c'est ça, envoyez-nous vers le... Dans le fond, eux, ce qu'ils veulent, c'est être capable d'avoir une équipe nationale qui compétitionne à part entière puis qui appartient pas à la maison mère européenne. Bref, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de franchement ironique dans la situation actuelle avec Trump, les États-Unis, puis de savoir qu'ils sont dans un mouvement, parce que ça explique bien dans le documentaire qu'il y a une nouvelle génération qui est plus que jamais tournée vers se gouverner seul. Puis le soccer est une des branches de ça. On s'entend que d'un point de vue politique, on doit se sentir loin de ça, s'il vous plaît. Mais tu parles des paysages. C'est la tribune. La tribune qui est une falaise. Juste pour cette image-là, ce fou. Documentaire vaut la peine parce que le terrain est sur presque le bord de l'eau. C'est 2 terrains synthétiques. Tu sais, t'as le port, t'as la ville, puis là, il faut vraiment entendre les guillemets, puis t'as les terrains. Mais du haut de cette falaise-là, tu vois tout en avant de toi. Un cap de roche.
toi, là, t'as décrit combien de matchs de ton pick-up? C'est vrai, parce que les descripteurs, il fait froid. Ils rentrent par moment puis ils rentrent dans leur camionnette pour décrire aussi. Parce que ils sont littéralement dans la vanne de télé parce que tous les matchs qui sont joués sont diffusés à la télé nationale. Puis ça joue vraiment là, sur une semaine. Tu as des gens qui viennent... Tu as 4 équipes qui viennent de la capitale, qui est Nuuk, si je ne me trompe pas. Puis les 4... Vas-y. Non, mais c'était ironique parce que plusieurs comédiens ou humoristes américains disaient « c'est Nuuk ». C'est Nuuk the Capital. T'es comme, quoi, on bombarde la capitale en ce moment? Ouais. Puis t'as 4 autres équipes qui viennent d'ailleurs. Mais là, quand tu dis ailleurs, c'est soit tu prends le bateau, tu t'en viens prendre un avion par la suite, puis tu vas à la capitale, ou tu prends un bateau tout court. Il y a 2 équipes, si je ne me trompe pas, qui prennent seulement le bateau. Hey, c'est 2 jours. 2 jours en mer pour aller jouer ton tournoi. Ils jouent sur un terrain synthétique, mais ce terrain synthétique-là existe seulement depuis 2016 parce qu'avant, c'était de la terre battue puis du gravier. As-tu déjà joué sur la terre battue? En France, oui, les stabilisés. Ouais. Ouais. Mais le pire terrain sur lequel j'ai joué, c'est Claude Robillard, avant qu'il refasse, puis ils ont dû le refaire 2 fois depuis ce temps-là. C'était, no joke, là, le terrain synthétique de Claude Robillard, c'était un terrain de mini-pot puis du gros sel. Ouais. C'était l'enfer. L'enfer. Il y a eu cette idée-là. Du gros sel. Je sais pas c'est quoi. C'était-tu pour désinfecter? C'était-tu... Non, c'était dégueulasse. Hey, ça brûlait, là. Tu rentrais, tu prenais ta douche, tu avais des steaks sur la cuisse où tu avais ta clé. Bref, c'était l'enfer. Tout ça pour dire que ils jouent sur un terrain qui est maintenant correct, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, là, ça fait 10 ans. Ils jouaient sur du gravier, de la terre battue. Ils s'en vont dans des genres de dortoirs où... Ça ressemble à moi ce que je vivais quand j'étais au Jeux du Québec. Là. C'est OK, les gars, on dort tous dans cette pièce-là. Puis dans une autre partie du dortoir, tu as l'autre. Des classes au moins. Ben, ça ressemblait presque à ça, là, avec une cuisine où il n'y a pas un chat qui fait la vaisselle de toute évidence parce que c'est le bordel dans la cuisine. Écoute, c'était rafraîchissant. Dans un univers où, avec raison, parce que c'est des réalités complètement différentes, où on parle de centres d'entraînement, de stade à 1 milliard, de joueurs désignés, de dépensés, tu vois tous les sacrifices que ces gens-là sont prêts à faire. C'est un Australien qui est venu juste pour voir le championnat. Il dit, c'est le 47e pays où je viens voir du soccer. Voyons, on est où, là? Un Australien qui est allé. Hein. Écoute, ça m'a donné le goût d'y aller. Hein. Mais c'est une super carte de visite. Mais moi, c'est ça que j'ai marqué dans mes notes, c'est le romantisme de ça. Puis des fois, ça fait cucu d'en parler, mais le plaisir du sport, pour le verbe, pour voir les... Puis justement, au-delà des millions, au-delà de la business que c'est devenu, parce que ça devient des incarnants aussi, dans une certaine mesure. Puis quand on parle, ici même à Montréal, il y a de ça, moi c'est comme ça que je le vois quand je préserve en disant, on aime ça avoir des joueurs du cru, on a des Montréalais qui jouent à Montréal aussi. Il y a un truc romantique, mais il y a un truc, je pense, qui est profondément humain, puis t'es pas dépossédé de tout ça. Tu peux... Puis ça peut être presque un commentaire sur l'immigration. Par moment, il y a des gens qui deviennent Montréalais. Il y a des joueurs de foot qui deviennent... Il y a des joueurs de hockey qui sont devenus Montréalais très vite. Il y a des Montréalais qui n'ont jamais... Exactement. Puis il y a des Montréalais qui n'ont jamais été Montréalais inversement. Donc, ça peut être un commentaire sur l'immigration. Puis c'est un commentaire, puis je vais aller loin, là, mais quasiment sur la décroissance à un certain moment. Là, parce que quand tu es condamné... Quand tu es pris avec des méga clubs qui ramassent tout le temps les méga joueurs, puis que tu es fan d'un club qui est à 6000 km de chez vous, à un moment donné, c'est désincarnant, puis c'est un peu quelque chose qui... C'est ça. Le romantisme s'évacue, puis il y a un truc de profondément humain qu'on perd aussi. Il y a un danger là-dedans de perdre quelque chose de profondément humain. Puis en regardant ça, je reviens au romantisme, c'est ça qui m'est venu, puis qui saute tout de suite au visage. Le fait que le gars, son meilleur souvenir, ce soit une défaite en finale, puis l'esprit de groupe qu'il y avait à ce moment-là, puis c'était vraiment intéressant. J'ai pensé à toi, tu dis toujours que ça prend un bon méchant dans un championnat. Nous en avons fait un. Hein? C'est B67, si je ne me trompe pas. Toutes les équipes s'entendent pour les haïr. Ça, là, cette phrase-là dans le documentaire, tout le monde est d'accord sur une chose. Eux autres, là, ils gagnent championnat après championnat, puis on les aime pas.
C'est finalement, spoiler alert, là, mais vous le trouverez sur Google avant. C'est eux qui gagnent de peine et de misère, mais qui gagnent quand même. Cette idée-là, que même dans un championnat à 8 équipes, au Groenland, t'en as un que tout le monde haït, là. C'est le Real Madrid ou c'est l'Inter Miami de ce championnat-là. Puis l'autre chose, je te prends flat-foot avec ça. On pourra peut-être y réfléchir pour la prochaine émission au besoin. J'ai adoré. Ils reçoivent une médaille, les champions, puis ils reçoivent un harpon doré, qui est très, très symbolique, évidemment, à la pêche au Groenland. Ce serait quoi l'idée de trophée ou de... Tu sais, je me suis dit, les honneurs individuels à Montréal. Un cône. Ouais, c'est évident. Mon gars, arrête. Flat-footed, moi et moi. Un cône en or? Un cône en or. Ah oui. Ah, ça serait bon, ça. As-tu déjà joué? Attends une minute. Là, je vais explorer ça pour vrai. C'est-tu bon ou c'est mauvais pour le brand de Montréal, ça? Ben là, on est dans un... écoute. Non, mais attends, parce que moi, j'achète, là. Non, parce qu'en même temps, ça nous fait... On les fera, nous autres, on donne... Même si... Moi, j'adore Montréal, puis puis j'y suis, là. Puis... Je vais essayer de tourner ma langue, là. OK, mais pendant ce temps-là, moi, je vais dire, on va donner les plein axes, nous, cette année. Puis on le fera, ça. Ça sera... Le cône en or? Ouais. OK, ben ouais, d'accord. Le cône en or. Moi, il y en a beaucoup. Puis il y en a ailleurs, hein, dans d'autres... dans plein d'autres villes, des cônes. Mais ici, il y en a eu beaucoup ces dernières années. Du cône en or. Du cône orange. Le meilleur. As-tu déjà joué 5 matchs en 16 jours? Parce que c'est ça qu'ils jouent, en fait. Là. Pas loin. Un championnat canadien, ouais. Tu tournes autour de ça. C'est peut-être 4, mais c'est vraiment beaucoup. Non, c'est ça. Non, c'est beaucoup. Et puis, mais en même temps... Tu joues pas à 24 degrés tranquille sur une pelouse parfaite non plus, là. Non. Et tu dors tout croche sur un matelas de sol. Non, c'est pas humain, là, ça. Non, c'est sûr. Mais il y a des tournois de jeunes où tu en as joué... Oui. Mais là, c'est des adultes, là. Puis ça se rend de... Non, l'effort que ça demande... Non, l'effort est grand. Pas surhumain. Non? Non, je comprends. Là. Okay. Mais à l'époque, j'avais pas fait 2 jours de bateau. J'avais pas 2 enfants à la maison, une job à temps plein à l'orphelinat, qui est le cas pour le capitaine de l'équipe B67. Ouais. J'avais pas tout ça. Je les regarde, peut-être pas surhumains, mais pas trop. B67, il y a les B52s aussi. Je sais pas. OK. Bon, un ou l'autre? Un ou l'autre. C'est toi cette semaine. Tu as à choisir entre décrire sur place une grande finale de Coupe du Monde ou une victoire du CF Montréal en finale de Coupe MLS. Tu choisis quoi? Ça a-tu été long? Je peux te savoir les... non. Ça va revenir un peu... tu peux pas savoir les équipes de Coupe du Monde. Tu peux pas savoir. C'est posé comme ça, à dessein, parce que j'ai trouvé des angles qui rendaient ça peut-être trop facile à répondre d'un côté ou de l'autre. Non, moi, j'ai investi 15 ans de ma vie dans une équipe. J'ai vécu plusieurs années où on se demandait ce qu'on pouvait faire pour augmenter notre code d'écoute après une séquence de 5 défaites de suite. On s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux pour expliquer le projet alors que le propriétaire se tirait dans le pied. Ça serait, sans l'ombre d'un doute, sur place. C'est sur place, la finale de la Coupe MLS? Ouais. Oui, ça le serait, là. Je peux pas croire que... Non. Une finale... puis pour le romantisme, pour la proximité, parce que c'est le club de ma province puis de ma ville. Puis j'essaie d'avoir un... Tu sais, on compare les différentes cultures de description. Puis c'est tellement le fun d'avoir un Mexicain en match pré-saison qui hurle « goal » parce que c'est de la passion. Je suis juste assez détaché du CF Montréal, mais ça demeure mon club, ça demeure... René Potier, Claude Kelvin me disait « Mon gars, tu décris le hockey du Canadien sur les ondes de Radio-Canada, ou c'est le hockey du Canadien à RDS. » C'est pas le hockey. C'est pas le hockey. Toute ma carrière, même si je suis à Capel, puis techniquement, on veut pas faire ça, j'ai tout le temps fait le soccer du CF Montréal, une coupe MLS, après 15 ans d'investissement personnel. Pour moi, là, puis je reviens au côté romantique de la chose, ça serait CF Montréal. Ça m'a pas pris de temps. Puis même si c'était le Canada, j'ai pas la même...
La game se joue au Vermont, hein, parce que le stade n'est Oui, pas c'est prêt. Non, c'est intéressant. Encore plus. C'est intéressant ce que tu dis. J'étais à une soirée documentaire vendredi qui était super intéressante. Puis il y a des gars qui étaient là puis qui me demandaient. C'est les gars de Panenka pour pas les nommer. Puis ils me demandaient... C'est quoi Panenka? Tu iras sur Instagram. C'est des jeunes... Pour vrai, les gars, ils font un travail extraordinaire pour suivre le soccer amateur au Québec. Ben le soccer amateur... Ah, c'est les gars qui parlent de la PLSQ? Oui. Ah, oui, ils sont top, eux. Ils font une grosse job. Puis ils sont super gentils. Puis j'oublie dans quelle séquence de la conversation, là, mais ils me demandent, tu sais, t'es-tu obligé d'être neutre? Tu sais, t'as-tu le droit d'avoir... Puis je me fais souvent poser cette question-là, c'est peut-être le cas pour toi aussi. Moi, il y a une différence entre être objectif et être neutre. C'est pas vrai que si tu fais une finale Montréal-Portland, je suis neutre puis que le meilleur gagne. Voyons donc. Tu veux être objectif, puis tu veux pas avoir ce que... Puis JP Dellacamera a une carrière de descripteur extraordinaire. Je l'écoutais avec Tommy Smith à l'époque quand il faisait des matchs de la Ligue des champions. Je l'ai beaucoup aimé. Mais quand c'est arrivé en MLS, c'est lui qui décrivait les matchs de l'Union de Philadelphie. Tu avais un but de l'Union de Philadelphie. Écoute, c'était Messi qui marquait un but en finale de Coupe du Monde. Puis là, 10 minutes après, Montréal marquait, puis tu étais en train d'enterrer la moitié de sa famille. Là. Je veux dire, il y avait un clash. Là. Pour moi, ça, c'est pas être objectif. C'est être beaucoup trop biaisé. Mais il y a moyen d'être assez honnête intellectuellement pour dire ce qui est bon pour Montréal est bon pour nous. Puis qu'on veut que les Patrice Bernier, Samuel Piette, puis tous les autres aient du succès, sans nécessairement tomber dans un aveuglement où tu penses que tout ce qui se fait à Montréal est extraordinaire. Bref, je voulais juste fermer cette parenthèse-là parce que c'était une conversation intéressante. Puis je trouve que la nuance entre objectivité puis c'est ça, le professionnalisme que ça requiert est quand même intéressant parce que c'est pas une ligne qui est toujours facile à naviguer, surtout quand on a des podcasts ou des chroniques ou des articles à écrire aussi par la suite. Conseil de papa? Ah ouais, écoute, j'ai pas vraiment de conseils cette semaine en même Tableau, temps. t'as fait Non, une semaine? j'en ai un. C'est pas tant un conseil, mais puis j'ai en fait un conseil à demander aussi. Oh. Parce que, À moi ou aux là, auditeurs? je sais pas, il y a des gens, ceux qui sont abonnés, on est au mois de février, là, s'il y a peut-être des gens qui, plus tard dans l'année, vont m'entendre, mais on est rendu au bout où il faut penser au camp de jour de l'été. Oui. C'est un peu hallucinant, hein? Je suis nouveau dans cette game-là, parce que là, je vais arriver aussi aux écoles secondaires, ça c'est une autre game, puis problématique ici au Québec. Mais on arrive à un moment où là, le camp de jour, pour les spécialisés particulièrement, il faut s'y mettre, puis ça induit du stress parce qu'il faut être là à midi, il faut refresher, il faut être prêt avec toutes les informations. Je suis allé dans un camp. Ton iPad, ton laptop, c'est comme acheter des billets de Coldplay dans le On fond. a inscrit l'héritier cette semaine pour... non, encore mieux même. Tout est mieux de toute façon. Ça failli passer du droit. Il fallait notre numéro d'assurance sociale aux parents. Au tout. Puis il fallait aussi avoir... Ton numéro de folio? Ah oui, c'est ça. Écoute, il y avait beaucoup d'informations. Fait que je vais juste vous dire, sonner l'alarme aussi. Pour ceux qui ne savent pas que ça s'en vient, maintenant. Oui, c'est ça. Ceux qui commencent dans le business, là, mais ça arrive là. Puis j'ai des amis aussi même qui se réveillent au mois de mars, avril, ce qui serait normal, raisonnable. Mais non, ça commence là. Puis l'autre affaire... tu sais que moi, j'en ai un curieux. Je suis très fier de ça. Je pense qu'il est très curieux puis il est intéressé par plein de choses. Mais il est sur le break à bras pour tout aussi. Essayer de faire quelque chose, même qu'il va aimer, de nouveau. Ah ouais? Le faire sortir, le faire... ce moment de transition-là, je pense qu'il y a beaucoup de parents pour ça. Là. La transition, c'est une catastrophe. Là. Mais aussi l'intéresser à quelque chose, parce que là, on est en train de dire, d'un camp, t'aimerais ça se faire ce camp-là? Ils disent, non, soccer, puis that's it. Ouais. Puis l'autre avec mon ami, tu sais. Je ne sais pas si vous avez un conseil pour moi, mais comment on fait pour intéresser... Ben, j'imagine qu'il y a deux choses dans mes questions. Le moment de transition, genre, hey, on sort, on arrête de jouer à la maison, puis on s'en va ailleurs. Il y a un moment de transition. Après, je pense que 90% des enfants sont heureux dans l'ailleurs, mais dans le moment entre les deux, ils sont en beau calvaire. Puis intéresser les enfants à la nouveauté, les sortir un peu de leur quotidien. Avez-vous un truc pour ça? Moi, je cherche un peu. Parce que j'aimerais ça. Puis je le dis souvent aux jeunes qui commencent à travailler dans le métier aussi. J'ai fait
Fais les choses. Tu vas comprendre dans quoi tu es bon. Ouais. Il y a peut-être quelque chose d'autre qui va t'intéresser. Puis même, ça serait mon conseil pour quelqu'un qui ne veut pas venir dans le milieu des médias. Travaille, fais des affaires. Tu vas découvrir des choses. Tu ne vas pas découvrir que tu aimes ça être actuaire. À moins que ton père l'ait fait. Actuaire, c'est peut-être pas le bon exemple, mais tu vas découvrir des affaires que tu aimes en faisant des affaires aussi. Pas juste en réfléchissant et rester assis sur ton divan. Essaye des affaires. C'est ma question que je relance dans l'univers en ce moment. J'ai pas vraiment de take avec une grande valeur pour le moment pour la deuxième partie de ta question. Pour la première, par Pour les contre, moi, j'ai trouvé transitions, une chose qui fonctionne. Pour les transitions? Parce que j'avais tendance à trop expliquer à l'avance ce qui s'en venait. Ah. Puis là, à commencer à filtrer, ça me tente-tu, ça me tente pas, je suis à la maison, je suis bien. Là, maintenant, quand je le sais, tu sais, mettons là, que je veux qu'elle vienne à l'épicerie avec moi parce que Sonia est à la maison, fait quelque chose, j'y dis pas. Je dis, habille-toi, on s'en va. Viens-t'en, je vais te l'expliquer. Puis c'est sûr qu'elle se met à être curieuse, mais tu t'en viens. Il n'y a pas de « Hey, ça te tenterait-tu? Qu'est-ce que t'en penses? » Peut-être, on s'en va là. Tu dis pas dans une demi-heure, on s'en va à l'épicerie? Même pas? Ben, peut-être, là, je veux dire, ça devient... C'est entendu. C'est le côté hors de la science, là, je te dirais. Puis ça, pour tout le monde, c'est différent. Si tu les prends trop flat-foot, il y en a qui capotent. Puis il y en a d'autres à qui... Puis moi, c'était ça. J'essayais tout le temps puis j'anticipe beaucoup. Puis peut-être trop dans la vie. Fait que quand j'essayais de lui permettre d'anticiper, ben, c'est là où il y avait trop d'informations dans sa tête. Puis ça la faisait geler. Fait que j'ai commencé à faire plus « Hey, habille-toi, viens-t'en, on s'en va, là. On sort de la maison, puis on reviendra tantôt, puis on fera ce que tu veux à la maison. » Puis là, tout d'un coup, c'est comme si elle n'a pas le temps de réfléchir à tout ça. Puis une fois rendu, tu as tout à fait raison. Puis ça vient surtout de ça. C'est de te rendre compte qu'à chaque fois qu'on est rendu à l'autre bout, là, c'est jamais la fin du monde. Fait que là, on peut-tu sauter la partie... C'est même le fun, ouais. Peux-tu sauter la partie où on pète une coche? Bon, hey, c'était pas pire, ça. On se voit-tu la semaine prochaine? Il faut qu'on s'en aille... T'as-tu fait des camps? Faites-vous ça, vous autres, les camps? Oui, on fait des camps. C'est des camps... beaucoup de camps de danse. J'en ai deux déjà de lignée, des camps. Ouais. 2 semaines de Mais fête. nous, elle voudrait faire le même camp, même camp tout l'été. J'aime pas tant cette idée-là. C'est un camp qui vaut cher? Ou... Ben, c'est pas un camp... Parce que nous autres, les c'est deux pas au qu'on a fait, Cosmodome, c'est 2 camps spécialisés. Donc, ben, nous autres, c'est on fera pas un été... Ah non, nous autres, on ferait l'été. Là. Au Cosmodome? C'est pas donné. Non. C'est une école de danse. Ah, OK, d'accord. Ouais. Puis elle aime beaucoup ça. Elle est super, super bien encadrée. Moi, c'est plus que je trouve qu'elle goûte pas assez de choses Différent. en faisant exactement la même chose tout le temps. Bref, hey, salut là. Moi, je vais m'inscrire à un camp aussi. OK, on va t'en trouver un. Puis je vais aller te chercher un cône en or. Là. Vas-tu venir me chercher à la fin? Je peux-tu partir tout seul chez nous? À Berry-UQAM. dans le cou? Je te trouve à Berry.